Mhm. Bonjour. Donc, bonjour. Allô, allô, bonjour, vous m'entendez? Hmm? Vous m'entendez? On peut commencer? La diapo, elle est affichée, partagée. Oui. D'accord, je commence alors. Donc, dans cette unité d'endocrino, donc, on fera le cours sur le métabolisme phosphocalcique. Je sais pas pourquoi. Sur le métabolisme phosphocalcique. Pourquoi on le fait dans cette unité? Parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'hormones qui interviennent dans la régulation du métabolisme du calcium et du phosphate. Donc, le calcium et le phosphate, ce sont deux éléments, c'est-à-dire qui sont régulés conjointement dans plusieurs cas. Et ils interviennent des fois dans la même fonction, comme la fonction de former le tissu osseux. Donc, le rôle majeur de calcium et phosphate, c'est la minéralisation osseuse. D'ailleurs, l'association de calcium et phosphate, elle forme des cristaux d'hydroxyapatite. Ces cristaux d'hydroxyapatite, quand ils vont se lier au collagène, donc, vont former le tissu osseux. Mais à côté de ce rôle de calcium et phosphate dans la formation du tissu osseux, donc le calcium et le phosphate, ils ont aussi d'autres rôles métaboliques et de régulation. Par exemple, le calcium, donc, il joue un rôle de second messager hormonal. Il a un rôle de coenzyme en activant certaines enzymes. Il joue un rôle dans l'excitabilité neuromusculaire. Je pense qu'on l'a expliqué l'année passée quand on a fait ensemble l'acide base. Qu'est-ce qu'on a dit? L'excitabilité neuromusculaire, elle est comment? Est-ce qu'elle est proportionnelle au taux de calcium ou bien inversement proportionnelle? Inversement proportionnel. Elle est inversement proportionnelle. Elle joue un rôle dans la coagulation. Sans le calcium, le sang ne coagule pas. D'ailleurs, pour prélever un sang, pour garder le sang non coagulé, donc au cours de prélèvement, on prélève avec, on rajoute dans les tubes quoi? Comme le tube EDTA, le tube Paris, ce sont quoi? Ils contiennent le DTA, c'est quoi son principe? Comment il évite la coagulation? En complexant le calcium. Il complexe le calcium. C'est le fait de complexer le calcium
qui rend le sang incoagulable. D'accord? Parce que le calcium, il a un rôle très très important dans la coagulation. Évidemment, il y en a d'autres rôles qui sont affectés au calcium. Pour le phosphate, la même chose. À côté de son rôle dans la formation de tissus osseux, donc il constitue une réserve énergétique sous forme d'ATP. ATP, c'est adénosine triphosphate. Le P, c'est phosphate. Et il joue un rôle très important dans le métabolisme intermédiaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez les différents métabolismes quand on prend par exemple les glucides, les différentes étapes de phosphorylation et déphosphorylation. Donc le phosphate il joue un rôle très important dans ces réactions-là. Il joue un rôle tampon. Qu'est-ce qu'on a dit quand on a fait l'acide base? Que le phosphate, c'est le principal tampon urinaire. Et évidemment, il joue aussi un rôle de second d'un messager hormonal sous forme de l'AMPC et de GMPC. La régulation phosphocalcique, elle fait intervenir plusieurs hormones, comme la PTH, vitamine D, la calcitonin. La vitamine D, on la classe comme hormone. Donc, même si on l'appelle vitamine D, mais actuellement, c'est-à-dire elle est classée même dans le groupe des hormones parce qu'elle a les mêmes rôles que les autres hormones, mais on continue à l'appeler aussi vitamine D. Ils agissent, ces hormones-là, ces facteurs de régulation, ils agissent au niveau de différents organes afin de réguler le calcium et le phosphate, à savoir l'intestin, les reins et le squelette osseux. Et le tube digestif aussi, c'est l'intestin. On va commencer par le métabolisme du calcium, c'est-à-dire on verra comment il est distribué, comment il est régulé, comment il est éliminé. On commence par la distribution. Donc il faut savoir que le corps humain d'un adulte de 70 kg à peu près, il contient à peu près 1 kg de calcium. Donc 99%, donc, il est utilisé dans le renouvellement du squelette osseux. Donc, dans la formation du squelette osseux. Donc, ça veut dire que 80, 90 grammes de calcium sont utilisés dans la formation du squelette osseux. Le 1% qui reste, ils sont partagés entre le contenu intracellulaire, donc on a du calcium à l'intérieur des cellules, surtout dans le réticulum endoplasmique au niveau mitochondrial, et dans le système extracellulaire au niveau sanguin, où la concentration mesurée, elle est à peu près entre 80 à 105 mg par litre. Au niveau du sang aussi, donc c'est 80 à 105 mg par litre. On va les trouver sous plusieurs formes. Vous avez la forme non diffusible et la forme diffusible. La nomenclature non diffusible et diffusible, c'est par rapport au passage au niveau rénal. La forme non diffusible, ça veut dire qu'elle ne diffuse pas au niveau des reins parce qu'elle est liée aux protéines. Donc, c'est la forme qui est liée aux protéines, principalement l'albumine. Elle forme à peu près 40 à 45% de la calcémie totale. La forme diffusible, ultrafiltrable, ça veut dire qu'elle peut traverser le glomérule. C'est la forme ionisée qui est formée par les sels de calcium et le calcium ionisé, Ca2+. Ça veut dire soit c'est du Ca2+, soit c'est de Ca2+ lié aux sels comme l'oxalate de calcium, le citrate de calcium et tout, le phosphate de calcium. Donc, il faut savoir parmi toutes ces formes-là, que ce soit ionisées, non ionisées, liées aux protéines, il y a une seule forme qui est bioactive, c'est la forme ionisée, c'est le Ca2+. La forme ionisée donc, du calcium, elle est maintenue constante grâce donc au pH. Donc, elle varie sa concentration de calcium ionisé, elle dépend du pH sanguin. En cas de pH alcalin, le calcium ionisé diminue, alors qu'en cas de pH acide, le calcium ionisé augmente. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, puisqu'on l'a déjà fait l'année passée? Pourquoi au pH alcalin, le calcium ionisé diminue? Hmm? Quelqu'un pourra m'expliquer?
Qu'est-ce qui change? Le pH, il va influencer quoi? Les bicarbonates. Hein? L'albumine. La forme Oui. de la protéine. L'albumine, il va changer quoi dans l'albumine? Là? La charge électrique. La charge. Donc, en pH alcalin, on aura beaucoup de charges négatives ou positives? Négative. Négatives. Et ce qui est négatif, il va lier le calcium. Donc au pH alcalin, l'albumine, elle va lier davantage. Elle va lier beaucoup de calcium ionisé, ce qui fait que le calcium ionisé, il va baisser. D'accord? Le contraire se voit en cas de pH acide. En cas de pH acide, l'albumine, elle a moins de charge négative, donc elle va lier moins le calcium, ce qui fait que le calcium ionisé, il va augmenter au niveau du sang. Donc, pour interpréter une calcémie, un calcium ionisé, donc il faut toujours l'interpréter en fonction du pH sanguin. Alors que le taux de protéines, il influence quoi? Il influence la calcémie totale. D'accord? En cas de protéines élevées, le calcémie totale, elle augmente. Et si les taux de protéines diminuent, la calcémie totale diminue. C'est à peu près dans le même principe parce que si les taux de protéines augmentent, ça veut dire qu'ils vont fixer beaucoup de protéines, beaucoup de calcium. Et le calcium ionisé va baisser. Et la baisse de calcium ionisé, elle va stimuler la libération, les différents systèmes de libération de calcium. Et ce calcium-là, il va se lier sur l'excès de protéines et on va avoir un taux de calcémie totale élevé avec, et on va garder le calcium ionisé normal. En cas de taux de protéines bas, donc il y aura une augmentation de calcium ionisé au niveau du sang, donc qui va freiner la sécrétion de calcium. Donc, du coup, on va avoir une calcémie totale basse. D'accord? Mais donc, la calcémie totale qui dépend des protéines, le taux de protéines, elle doit être corrigée. Pourquoi? Parce que elle reflète pas le taux de calcium ionisé. D'accord? Même si j'ai une calcémie totale élevée parce que j'ai un taux de protéines élevé, ça ne veut pas dire que la calcémie ionisée, elle est élevée, alors qu'on a dit que c'est la calcémie ionisée qui est responsable des effets biologiques. Donc, je dois corriger cette calcémie en fonction de la perturbation du taux de protéines pour dire est-ce que vraiment le calcium ionisé il est perturbé ou pas. Et cela se fait par des formules de correction qu'on verra juste après. Donc, seule la forme ionisée est régulée, sa concentration est maintenue dans des limites étroites. En fait, la stabilité de ce système de régulation, il dépend des entrées et des sorties du calcium dans le liquide extracellulaire. Il dépend des systèmes de stockage, comme le squelette, et il dépend aussi des facteurs de régulation comme la PTH, la vitamine D et d'autres facteurs. Les besoins en calcium, donc chez un sujet adulte normal, donc les besoins, ils sont à peu près à 800 mg par jour, c'est-à-dire il faut apporter à peu près 800 mg par jour. Mais ces besoins-là, ils augmentent chez les sujets âgés, chez la femme enceinte et chez l'enfant en croissance, qui peuvent aller de 1000 jusqu'à 1200 mg par jour. L'absorption de calcium, elle est un peu particulière. Donc, on peut avoir, l'absorption se fait au niveau longitudinal, où l'acidité, elle augmente l'absorption de calcium. Donc, cette absorption, elle peut être active ou passive. C'est quoi la différence entre active et passive? Passive, ça veut dire que le facteur qui influence l'absorption de calcium, c'est la concentration. Donc, c'est le gradient de concentration où le calcium, il passe de milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré jusqu'à équilibre des concentrations. Ça, on appelle la diffusion passive. La diffusion active, par contre, elle est assurée par des transporteurs, par des canaux. Donc, la passive, elle passe entre les cellules, alors que l'active, c'est en traversant la cellule. Et pour traverser la membrane cellulaire, on a besoin des canaux et des protéines. Donc, ces protéines-là, elles ont besoin de l'énergie pour la synthèse, elles sont régulées. C'est pour ça qu'on parle d'un
transport actif. Quand est-ce que le corps utilise le transport passif et quand est-ce qu'il utilise le transport actif? Donc, ça dépend de l'apport en calcium. Quand on a un apport suffisant en calcium, c'est-à-dire suffisant ou bien abondant en calcium, donc le corps n'a pas besoin du transport actif. Donc, c'est le transport passif qui est utilisé. Il est suffisant. Mais en cas d'apport d'une calcémie basse et d'un apport faible en calcium, donc là, le corps, il utilise le calcium actif, l'absorption passive, active. Et l'absorption active, elle se fait grâce à des protéines, qui est le canal calcique et la calbadine FK. C'est quoi ces protéines-là? Le canal calcique, il est au niveau de la bordure en brosse de l'entérocyte, donc est représenté par le canal TRPV6. Donc, à la lumière intestinale, donc il y a ces cellules de l'entérocyte qui expriment ce canal-là, le TLPV6, qui va permettre au calcium de passer à l'intérieur de la cellule. Après, à l'intérieur de la cellule, le calcium, il est transporté par la calbendine FK jusqu'à l'autre bout de la cellule, puis versé au niveau de la circulation sanguine. Il faut savoir que les deux protéines, que ce soit le TLPV6 ou bien la calbendine FK, donc elles sont sous la régulation de la vitamine D. Ça veut dire que la vitamine D, elle stimule la synthèse de ces protéines-là et leur ancrage au niveau des entérocytes. Donc après, le calcium est excrété vers le plasma via un échangeur sodium-calcium au calcium-magnésium ATPase de la membrane basale. L'importance donc de l'un ou bien des deux processus actifs et passifs, donc comme je vous ai dit, ils dépendent de la quantité de calcium apportée par l'alimentation. À côté de ça, donc les facteurs qui favorisent l'absorption de calcium au niveau intestinal, c'est l'acidité, parce que l'acidité, parce que le calcium alimentaire, elle vient généralement lié à des protéines ou bien à des sels, sous forme de sels. Donc, pour que ce calcium soit absorbé, il faut qu'il sera libéré sous forme de Ca2+. Et cette libération de calcium de ces protéines-là, ou bien c'est-à-dire des sels, donc on a besoin d'une acidité. La vitamine D, elle augmente l'absorption de calcium par stimulation de l'expression de ces récepteurs-là, de ces canaux-là, le TRPV6 et la calbendine FK. Et vous avez d'autres facteurs. La PTH, elle stimule l'absorption indirectement. On va revenir sur ce point pour comment la PTH, elle stimule l'absorption de calcium indirectement. Et vous avez d'autres facteurs comme les hormones sexuelles. Ce qui diminue l'absorption intestinale de calcium, ce sont les graisses, le pH alcalin, les sels, la présence des sels comme l'oxalate et tout, et les sels biliaires. Donc, l'élimination du calcium, déjà, il y a une grande partie qui est éliminée sous forme au niveau intestinal, à peu près 500 à 800 mg par jour. Au niveau urinaire, on élimine de 100 à 300 mg par jour. Donc, par la filtration glomérulaire, donc il y aura presque passage de tout le calcium ionisé et sel parce que c'est des petites molécules. Heureusement que 70% va être réabsorbé au niveau du tube contourné proximal, 20% au niveau de l'anse de Henle et 8% au niveau du tube contourné distal. Et ces 8% au niveau du tube contourné distal, c'est la partie qui est régulée par la vitamine D et la PTH. C'est-à-dire, en cas où le corps a besoin d'un plus de calcium, il y aura une réabsorption, une stimulation de cette partie, le tube contourné distal pour réabsorber plus de calcium. En cas où on a un excès de calcium, donc il y aura quand même élimination, c'est-à-dire inhibition de la réabsorption au niveau du tube contourné distal. Certains médicaments, ils influencent l'élimination rénale du calcium, à savoir des thiazidiques qui stimulent l'élimination au niveau du tube contourné distal et du furosemide qui inhibe l'élimination au niveau de l'anse d'Henle. Donc, chez les patients, les malades qui sont sous ces médicaments, donc ils doivent c'est-à-dire contrôler leur taux de calcium.
On passe maintenant au métabolisme de phosphate. Le phosphate, donc si le calcium, il occupe à peu près 1 kg du corps humain, donc le phosphate, c'est à peu près la moitié, c'est 550 grammes. Et dans 85% de ces 550 grammes, donc, elles forment le squelette osseux. Les 15% qui restent, donc, elles sont entre les tissus, le foie, le muscle, et le plasma et le sérum. Voilà, d'ailleurs, les normes, si on va voir les normes, donc la phosphatémie plasmatique, elle est de 25 à 45 mg par litre de phosphore, ou bien 0,8 à 1,7 millimol de phosphate. Très important ici, regardez, quand je parle de milligrammes, je mets phosphore. Mais quand je mets millimol, je mets phosphate. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Parce que le phosphate est lié. Non, parce que le phosphore, on a un seul phosphore. Mais le phosphate, on a plusieurs phosphates. On a le HP, on a la forme, la HT, c'est parce que c'est un très acide, l'acide phosphorique. Donc, on peut avoir l'acide phosphorique, le H3PO4, on peut avoir le H2PO4, on peut avoir le HPO4, on peut avoir le PO4. D'accord? On a 4 formes. Et quelles sont les formes qui sont dominantes au niveau du sang? Vous avez fait en première année, c'est-à-dire ça dépend du pH. Donc, au pH physiologique 7,40 à peu près. Donc, il y a deux formes qui sont prédominantes. C'est le H2PO4 et le HPO4. Voilà. Donc, mais quand on fait affaire à un dosage, est-ce qu'on dose le HPO4 ou bien le H2PO4 ou bien le... Qu'est-ce qu'on dose? Ou bien le H3PO4 ou bien le PO4. On dose quoi quand on fait un dosage? On dose le phosphore. D'accord? Quand on fait un dosage, on dose le phosphore. Mais, c'est-à-dire, quand je dose le phosphore, je dois l'exprimer en milligrammes. Parce que j'ai pas le droit d'exprimer. Enfin, je peux dire le phosphore, je peux l'exprimer en milligrammes et en millimol. Mais le phosphate, je peux pas l'exprimer en milligrammes. Pourquoi? Parce que pour transformer le taux de phosphore retrouvé en millimol, en milligrammes de phosphate, je dois utiliser un poids moléculaire. Quel est le poids moléculaire que je vais utiliser? Est-ce que celui de phosphate, c'est-à-dire je peux pas. Donc c'est pour ça. Pour le phosphore, vous pouvez trouver les deux unités, millimol et milligrammes. Mais pour le phosphate, uniquement le millimol. D'accord? Donc la phosphatémie est également régulée, mais dans les limites plus larges, dans des limites plus larges. C'est-à-dire c'est le calcium qui présente des limites plus étroites. D'accord? Parce qu'il a des effets cardiaques et tout, donc le corps ne tolère pas des variations très importantes de calcium. Par contre, la phosphatémie, donc l'intervalle il est plus large. Donc le rein, il joue un rôle très important dans le maintien de la phosphatémie via plusieurs facteurs, on les verra après, comme la PTH, le FGF23, la vitamine D et autres facteurs. Pour l'absorption, donc les besoins, c'est à peu près pareil comme le calcium, après 800 mg à 1800 mg par jour. L'absorption, elle se fait au niveau de jejunum. Elle est assurée comme le calcium par deux principes d'absorption. Vous avez la diffusion passive non saturable qui est prépondérante dans les conditions normales. Et vous avez le transport actif quand la concentration intraluminale de phosphate est basse. Et ce transport actif, il est assuré par un transporteur qui est le NP-T2B. Ce transporteur NP-T2B, il est régulé par la vitamine D, la GH et indirectement la PTH. La vitamine D, comme elle stimule l'absorption, l'expression des canaux de transport du calcium, elle stimule aussi la synthèse et l'expression de la protéine NP-D2B. L'élimination du phosphate, donc il y a une élimination intestinale et une élimination rénale, donc où l'intervalle est très large, il est entre 400 et 1500 mg par jour, il dépend du régime alimentaire. Donc cette élimination urinaire,
il y a plusieurs aussi lieux d'élimination, mais au niveau des stades, l'élimination, elle est régulée par la PTH, l'AGH et la calcine. Donc, on vient de dire que le calcium et le phosphate jouent un rôle très important dans la formation de squelette osseux, puisque 85% du phosphate et 99% du calcium, ils rentrent dans la formation du squelette osseux. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir ce processus de formation et résorption osseuse. Le squelette adulte, donc il faudra savoir que le squelette adulte il se renouvelle chaque an à 10%. Donc 10% du squelette osseux se renouvelle chaque année et il y a deux cellules qui rentrent en jeu pour assurer ce renouvellement, qu'on appelle aussi remodelage. Donc ce sont les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes et les ostéoclastes, ce sont des cellules osseuses donc, qui ont deux origines différentes. Donc, les ostéoblastes, donc c'est des cellules blastiques. Donc, c'est des cellules comme c'est d'origine comme les autres cellules de tissu, par exemple épidermiques et tout. Mais les ostéoclastes, ce sont des cellules d'origine immunologique. À vrai dire, c'est des macrophages. Donc, c'est des macrophages qui se sont transformés en ostéoclastes. Les ostéoblastes, ce sont les cellules qui sont responsables de la formation osseuse et les ostéoclastes, elles sont responsables de la dégradation de squelette osseux. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'activité des ostéoblastes et des ostéoclastes pour ne pas avoir une résorption importante ou bien une formation importante. Donc, comment les ostéoblastes, elles contribuent à la formation osseuse? Elles contribuent à la formation osseuse par la synthèse de la matière extracellulaire, des protéines, donc à savoir le collagène. Parce que le squelette osseux, ce n'est pas uniquement les cristaux d'hydroxyapatite formés du calcium, c'est-à-dire il y a une phase minérale et une phase non minérale qui est formée des protéines. Ces protéines-là, la principale protéine qui entre dans la formation du squelette osseux, c'est le collagène. Et c'est les ostéoclastes qui synthétisent le collagène à partir d'un précurseur qui est le précollagène. Après ce précollagène-là, donc le procollagène, on va lui enlever deux extrémités, l'extrémité N-terminale et l'extrémité C-terminale pour former le collagène. Ces extrémités N-terminale et C-terminale, vous allez voir qu'elles vont devenir après des marqueurs biologiques de la formation osseuse. À côté de ce collagène, donc les ostéoblastes, elles synthétisent aussi beaucoup de phosphatase alcaline. Donc c'est pour ça la phosphatase alcaline, son taux augmente dans un cas où il y a un remodelage important du squelette osseux, par exemple en phase de croissance. D'ailleurs, si vous remarquez que les normes de la phosphatase alcaline, elle augmente chez les enfants en phase d'adolescence, par exemple, par rapport à l'âge adulte. Voilà. Je vais rajouter la lumière. À côté aussi de ça, donc les ostéoblastes, elles synthétisent d'autres molécules qui forment les pans parce que le collagène lui-même, il n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des pans pour avoir une structure plus dure. Donc, il s'agit des pans. Donc, elles synthétisent des protéines non collagéniques qui vont jouer le rôle de pont entre le collagène. Après cette partie-là, donc formée de protéines et des ponts-là, donc elles vont se minéraliser, c'est la minéralisation osseuse, voilà, par les cristaux d'hydroxyapatite. Donc, pour rappel, je vous ai dit que le collagène, il est synthétisé à partir d'un précurseur qui s'appelle le procollagène. Après, on lui enlève le côté C-terminal et N-terminal, c'est le PNP pour le peptide N-terminal et le PICP pour le peptide C-terminal. Ces deux marqueurs-là, ils vont devenir après des marqueurs de la formation osseuse. Pour la résorption, les ostéoclastes, ils vont, c'est des cellules macrophagiques donc, qui vont responsables de la résorption osseuse. Comment elle fait la résorption? En sécrétant des enzymes
ces enzymes-là, elles vont jouer le rôle de, c'est comme si des ciseaux. Donc, elles vont couper toutes les liaisons-là qui forment le squelette osseux et elles vont libérer le calcium. Donc, et en même temps, ces enzymes-là qui sont libérées, donc elles vont dégrader le collagène. Donc, en enlevant la partie N-terminale et C-terminale. Donc, on va avoir le NTX nommé NTX et CTX. Et dans ce cas-là, le NTX et CTX ils vont devenir aussi des marqueurs de la résorption osseuse. Ils sont différents de ce qu'on vient de voir, le PNP et le PICP. Ceux-là, c'est des marqueurs de formation parce qu'ils sont issus de la transformation de procollagène au collagène. Alors que le CTX et NTX, c'est des marqueurs de résorption. Pourquoi? Parce que c'est des témoins comme quoi le collagène il est en train d'être dégradé. La régulation du métabolisme phosphocalcique. On a dit il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Je commence par la PTH. La PTH, la parathormone. C'est une hormone qui est synthétisée au niveau des glandes parathyroïdes. Donc, c'est un polypeptide de 80 acides aminés et son rôle principal, c'est de garder l'homéostasie du calcium et du phosphate. Mais sa cible première, c'est le calcium. Le phosphate, il est là pour suivre, à vrai dire. D'accord? Donc, la PTH, son rôle, c'est la régulation du calcium. Dans quel sens? Est-ce que c'est pour augmenter le calcium ou bien pour diminuer le calcium? Hypercalcémiant. Voilà, c'est pour augmenter la libération du calcium. Là, c'est important, la PTH, elle est synthétisée à partir d'une pré-pro-hormone, après qui passe vers la pré-hormone, après l'hormone elle-même. Donc, avant les techniques, c'est important dans un seul sens, avant les techniques de dosage, elles détectaient même les précurseurs et même les catabolites. Actuellement, la technique qui est le site de 6e génération, elle détecte uniquement la PTH 84. D'ailleurs, dans l'analyse, vous pouvez trouver PTH-I. Le I, ça veut dire PTH intact. Ça veut dire c'est la 1,84. D'accord? C'est juste un détail analytique. Le métabolisme de la PTH, donc, il se fait au niveau du foie et du rein avec une demi-vie de 3 à 4 minutes. Voilà, donc une demi-vie quand même qui est courte. Les fragments retrouvés dans le sang peuvent être de problèmes d'interférence. Ça, c'était avec les anciennes techniques, mais avec les nouvelles techniques, donc l'interférence, elle est presque nulle. Et il existe aussi une autre PTH qui s'appelle PTH-RP, Related PTH, sécrétée par certaines tumeurs épidermoïdes, mais qui présente malheureusement les mêmes effets biologiques que la PTH normale, qui est la PTH sécrétée par la parathyroïde. Donc, c'est quoi le rôle de la PTH maintenant? Comment elle est régulée plutôt, la PTH? La PTH, elle est régulée par sa cible, qui est la calcémie. Donc, la calcémie, quand elle augmente, elle freine donc, la libération de la PTH. Et quand elle diminue, donc, elle stimule la synthèse et la libération de la PTH. Donc, il y a une relation inversement proportionnelle entre la calcémie et la libération de la PTH. La régulation, elle est assurée par un récepteur qui s'appelle le récepteur sensible au calcium. Ce récepteur sensible au calcium, il est présent au niveau de la parathyroïde, mais on va le retrouver aussi aux côtés du tube distal du rein. Donc, cette calcémie-là, donc ce récepteur-là est également présent au niveau du néphron. La vitamine D, donc comme je viens de vous dire, la calcémie, donc quand elle est là, donc le calcium il est là, donc il va occuper, quand il est dans sa concentration, elle est normale, il va occuper tous les récepteurs, tous les sites de récepteurs sensibles au calcium. Et c'est quoi le résultat? Donc quand il y a fixation de calcium sur ce récepteur-là, donc il va traduire une cascade de réactions qui vont inhiber la synthèse de la PTH et sa libération. Mais quand le calcium est bas, donc ces récepteurs-là, il y aura des récepteurs vacants. Donc le calcium il ne va pas occuper
tous les récepteurs présents et du coup, donc, il y aura, c'est-à-dire levée d'inhibition et synthèse et sécrétion de la PTH. La vitamine D et la PTH, c'est quoi le lien? La vitamine D, donc, elle freine la synthèse de la PTH. D'accord? D'ailleurs, on l'appelle la vitamine D, c'est-à-dire pour se rappeler, elle synthétise son propre frein. Parce que vous allez voir qu'après, quand on arrivera à la PTH, donc la PTH, par contre, elle stimule la synthèse de la vitamine D active au niveau rénal. Alors que la vitamine D, elle fait le contraire. Elle freine la synthèse de nouveau de la PTH. Elle ne freine pas la libération, mais elle freine la synthèse de nouveau de la PTH. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vitamine D, elle synthétise son propre frein. C'est pour ça que les taux de PTH, donc là, c'est un graphe qui montre le lien entre les calcémies et la PTH. Donc, c'est pour ça qu'on dit que, en général, la PTH est une hormone hypercalcémiante et hypophosphatémiante. Parce qu'en même temps, donc pourquoi elle est hypophosphatémiante? Parce qu'au niveau rénal, la PTH, elle stimule la réabsorption de calcium, mais elle stimule l'élimination de phosphate. C'est pour ça qu'elle est hypophosphatémiante. Donc, elle assure le maintien de l'homéostase du calcium, du phosphate sanguin et celle du squelette. La réponse à l'hypocalcémie, elle est immédiate, quelques secondes, correspondant à la libération de la PTH préformée stockée dans les cellules de la parathyroïde. Ça veut dire que la PTH, habituellement, elle est synthétisée puis stockée dans des vésicules. Et une fois dont on a besoin, on libère directement la calcémie stockée. Après, si la calcémie, l'hypocalcémie, elle est chronique, donc elle est maintenue, dans ce cas-là, il y aura stimulation à la synthèse de nouveau de la PTH. Qu'est-ce qu'elle fait la PTH au niveau osseux? La PTH, à vrai dire, si elle est hypercalcémiante, donc elle va favoriser les ostéoblastes ou bien les ostéoclastes, à votre avis, puisqu'elle est hypercalcémiante? Les ostéoclastes. Voilà. Donc la PTH, elle va favoriser la dégradation du squelette osseux afin de libérer le calcium. D'accord? Mais elle a quand même, l'effet est un peu complexe. Elle a quand même une petite stimulation sur les ostéoblastes. Mais l'effet qui gagne, c'est l'effet ostéoclastique. Qu'est-ce qu'elle fait la PTH au niveau du rein? Donc, elle augmente la réabsorption de calcium. Donc, c'est pour ça qu'elle est hypercalcémiante aussi. Donc, elle augmente l'absorption de calcium. Elle augmente par contre la phosphaturie. Donc, c'est pour ça qu'elle est hypophosphatémiante. Donc, en inhibant la réabsorption de phosphate par le tube contourné proximal et le tube distal. Donc, la synthèse de la vitamine D, elle est aussi stimulée. Donc, elle stimule l'hydroxylation en position 1 de la vitamine D. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que la PTH au niveau rénal, elle stimule la synthèse de la vitamine D. Mais la vitamine D, c'est le contraire. Donc, elle freine la synthèse de la PTH. Là, ça, c'est des détails. Je les saute. Au niveau de l'intestin, qu'est-ce qu'elle fait la PTH? Au niveau de l'intestin, donc, il y a une action indirecte et différée par activation de la M25 hydroxyvitamine D, donc qui est un effet retardé. Donc, à vrai dire, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est au niveau intestinal, c'est pour ça qu'on parle, qu'est-ce qu'on a dit au départ, que la PTH, elle stimule indirectement l'absorption du calcium. C'est ça l'effet indirect, ça veut dire que il faut qu'elle passe par la synthèse de la vitamine D. Après, c'est la vitamine D qui stimule l'absorption active au niveau intestinal de calcium. Au niveau du pancréas, donc la PTH, elle stimule la sécrétion de la gastrine. La gastrine, donc elle est responsable de la sécrétion acide et on a dit que l'acidité, elle favorise l'absorption du calcium. Mais en cas pathologique, donc cette stimulation importante, elle peut provoquer un ulcère en cas d'hyperparathyroïdie. Le deuxième facteur qui régule le métabolisme phosphocalcique est la vitamine D. Donc la vitamine D, donc vous avez deux types de vitamine D. Vous avez la D2 et la
D3. La D2, elle est d'origine végétale, ça s'appelle l'ergocalciférol. Et la D3, donc, elle est d'origine animale, donc c'est le cholécalciférol. Donc, le D3, donc, elle est apportée par certains aliments, mais surtout par la synthèse par les UV, le soleil. Comment il y aura une synthèse par les UV? Donc, ça commence à partir de cholestérol qui va se déshydrater en formant le 7-déhydrocholestérol. Après, au niveau de la peau, sous l'effet des UV, donc le 7-déhydrocholestérol vont se transformer en D3, le cholécalciférol. D'accord? Donc la vitamine D, c'est celle-là, c'est le cholécalciférol. Après ce cholécalciférol, il va subir plusieurs hydroxylations. Vous avez une première hydroxylation au niveau du foie, au niveau du carbone 25, c'est la 25 hydroxylation qui va donner la 25 hydroxyvitamine D qui est considérée comme une forme active et une forme de stockage. Donc, quand on dit vitamine D, c'est pas la 25 parce que la plupart confondent. La vitamine D n'est pas égale 25 hydroxyvitamine D. La vitamine D égale cholécalciférol. Après, une fois elle est hydroxylée au niveau hépatique, ça donne la 25 hydroxyvitamine D qui est une forme, elle a une demi-violente, mais le problème, c'est qu'elle a une activité moindre par rapport à la 1,25-déhydroxy cholécalciférol. Mais le fait qu'elle est stockée, donc son effet quand même, il apparaît. Donc, cette 25 hydroxyvitamine D, soit on peut la désactiver par une hydroxylation au niveau du 24, soit elle est encore rendue plus active en rajoutant une hydroxylation au niveau du carbone 1 par la 1-alpha-hydroxylase. Cette enzyme-là, la 1-alpha-hydroxylase, c'est cette enzyme-là qui est stimulée par la PTH. Voilà. Donc là, c'est juste pour comparer la structure de la vitamine D. Oui, Est-ce que vous pouvez répéter concernant le 25-OHT3 inactif? elle n'est pas inactive. Je dis que vous avez le D3, c'est inactif. C'est le cholécalciférol. C'est ça la vitamine D, c'est le cholécalciférol. Après ce cholécalciférol, il va subir une première hydroxylation au niveau du foie. C'est 25. Au niveau du carbone 25, ça va donner la 25 hydroxy vitamine D. D'accord? La 25 hydroxyvitamine D, elle est considérée comme une forme de stockage de la vitamine D. Parce que sa demi-vie, elle est grande, elle est à peu près de quelques jours. D'accord? Elle peut aller jusqu'à 15 jours. C'est pour ça d'ailleurs, quand on se supplémente en vitamine D, surtout si on prend les ampoules de 200 000, on vous dit, vous avez le droit de renouveler après 15 jours. Parce que la demi-vie, elle est très grande. Sinon, on peut risquer une intoxication à la vitamine D. Cette vitamine D-là, donc, elle a une activité quand même, elle a des rôles biologiques, mais qui sont moins par rapport à la M25. La M25, c'est que cette 25-là, on arrive au niveau du rein, donc le rein, il va sécréter la alpha-hydroxylase, donc il va transformer la 25 hydroxyvitamine D en 1,25 déhydroxyvitamine D. C'est la forme la plus active, mais qui a une demi-vie plus courte. Du coup, sa concentration, elle est moins basse. On dit que la vitamine, la M25 d'hydroxyvitamine D, elle est 1000 fois plus active que la 25 hydroxyvitamine D. Mais la concentration de 25 hydroxyvitamine D, elle est encore plus de 1000 fois plus concentrée que la M25. Ce qui fait que l'effet de concentration va augmenter quand même l'effet biologique. Donc là, Donc, docteur, on dose celle qui a une demi-vie très longue. on va arriver au dosage. Donc, quand on va arriver au dosage, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on dose. D'accord? On peut doser plusieurs choses. D'accord? Donc là, entre la D2 et la D3, donc la seule différence, comme vous voyez, c'est où?
La double liaison. Il y a une double liaison qui est présente au niveau de la D2 qui est d'origine végétale et qui est absente au niveau de la D3. Donc, c'est quoi la problématique entre D2 et D3? Donc, les deux, c'est une vitamine D, donc il y a les mêmes rôles que la vitamine D3, sauf que dans la puissance des effets, l'effet de la vitamine D3, ils sont plus puissants que l'effet de la vitamine D2. D'accord? Donc, le problème, donc, il y a des problèmes qui peuvent se voir, par exemple, c'est une personne, et le corps aussi, quand on se supplémente en D2, donc il freine la synthèse de la D3. Donc, il y aura un freinage de la synthèse de la vitamine D3. Mais actuellement, donc, au niveau c'est-à-dire, au niveau, c'est-à-dire commercial, donc, c'est la D3 qui est commercialisée. La D2, donc ça fait longtemps, c'est-à-dire la D2, généralement, on la fait sortir quand il y a une pénurie en D3. D'accord? Quand il y a une pénurie en D3, on commercialise la D2. Mais, par exemple, durant la période de Covid, tellement il y avait beaucoup qui utilisaient la vitamine D3, donc, à certains moments, il y avait un manque, donc on a importé de la D2. D'accord? Mais, c'est-à-dire quand les choses sont plus calmes, on va retrouver au niveau des pharmacies uniquement de la D3 et exactement la forme qui est commercialisée, c'est la 25-hydroxyvitamine D. D'accord? Ce qu'on trouve dans les ampoules, dans les capsules et tout, c'est de la 25-hydroxyvitamine D qu'on prend. Il y a aussi une forme thérapeutique de M25-hydroxyvitamine D, mais cette forme-là, elle est c'est-à-dire utilisée uniquement chez qui? Les Hmm? gens qui ont une ostéoporose. Non, elle est synthétisée où, là, donc, la M25 au niveau rénal. Donc, chez les personnes qui ont une insuffisance rénale, donc, c'est-à-dire c'est pas très efficace de leur donner la 25 parce que l'insuffisance rénale, elle va freiner la transformation, c'est-à-dire de la 25 en 1,25. Donc, chez cette population, on leur donne directement de la M25, c'est-à-dire pour c'est-à-dire remplacer le rôle du rein dans l'hydroxylation. Donc, comme je viens de dire, la demi-vie de la 25-hydroxyvitamine D, elle est à peu près de 15 jours. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la forme de réserve. Alors que la 1,25-hydroxyvitamine D, elle est de 5 heures. Donc, c'est vraiment, il y a une très grande différence. Les besoins en vitamine D, donc, ils augmentent chez la femme enceinte, les nouveau-nés, les adolescents, les sujets âgés. Les apports nutritionnels conseillés, c'est à peu près 400 unités par jour quand le sujet est inférieur à 65 ans et 600 unités par jour pour le sujet supérieur à 65 ans. Et cela, donc, pour atteindre une valeur cible qui est égale ou supérieure à 30 nanogrammes par millilitre. Cette histoire de valeur de référence pour la vitamine D, c'est une problématique. Il faut savoir que la plupart de nous, c'est-à-dire moi je parle de notre population, donc si on s'amuse à leur faire le dosage de la vitamine D, on peut dire que plus de 80%, donc ils ont un taux de vitamine D inférieur à 30 nanogrammes. Donc on est c'est-à-dire il y a des statistiques, des études qui ont trouvé la même chose à l'échelle mondiale. Donc, il y a quand même une insuffisance en vitamine D qui est mondiale. Et chose qui n'est pas normale. Donc, d'où est-ce que ça vient, ce taux de 30 nanogrammes par millilitre? Parce que normalement, logiquement, comment on fait les valeurs de référence sur un groupe de personnes, on fait le dosage du paramètre, après on fait une moyenne avec un intervalle. Donc, normalement, on doit retrouver quand même ce 30 nanogrammes par millilitre. Mais avec la vitamine D, les choses ne se sont pas passées comme ça. Donc, le 30 nanogrammes, donc, c'est-à-dire c'est la concentration, la plus petite concentration peut-être, qui ne donne pas des effets, c'est-à-dire liés à la diminution de taux de vitamine D, par exemple, élévation de la PTH. Donc, c'est un tout qui est souhaitable.
Et actuellement, pour certains cas, on l'augmente jusqu'à 50 nanogrammes par millilitre. D'accord? Et inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, on parle d'insuffisance en vitamine D. Une carence en vitamine D. D'accord? Il y a une carence en vitamine D. Et à partir de 15, c'est-à-dire inférieur à 15 nanogrammes par millilitre, c'est une insuffisance sévère en vitamine D. L'absorption de la vitamine D, donc ça se fait au niveau du jejunum, réservé au niveau du tissu adipeux, parce que la vitamine D, c'est une vitamine lipophile, donc c'est pour ça, voilà, lipophile, donc c'est pour ça qu'elle est stockée au niveau du tissu adipeux, au niveau du foie et au niveau des muscles. Elle est éliminée par un cycle entérohépatique. C'est-à-dire, je pense que vous avez remarqué que tout ce qui est lipidique, il subit des cycles entérohépatiques. Donc, c'est dans le but de réabsorber au maximum pour ne pas éliminer, c'est-à-dire un excès de la vitamine. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un cycle entéropathique, ça passe vers l'intestin, après le foie, le sang, après il revient, ainsi de suite. C'est pour bénéficier au maximum de la molécule. Le rôle de la vitamine D, donc, Docteur, oui, veut dire quoi cycle entéropathique? le cycle entérohépatique. Entéro, c'est quoi? C'est L'intestin grêle. et l'hépatique, c'est le foie. Donc, c'est un D'accord. cycle entre foie et l'intestin. Ça veut dire, normalement, ça, c'est un cycle qui est très utilisé pour les substances qui sont lipophiles. Parce que quand une substance, elle est hydrophile, qu'est-ce qui se passe? Elle est ingérée au niveau de Euh, l'intestin. Elle passe au dans le niveau, parce sang. qu'il y a toujours on appelle le premier passage hépatique. Vous l'avez fait en pharmaco. Vous êtes en 3e année. Vous avez fait quand Oui, même. Hein. oui. La même chose avec les médicaments. Il y a toujours tout ce qu'on mange, il passe tout d'abord par le foie. C'est la douane. Le foie, il est considéré comme à peu près une douane. Et donc, dans l'intestin, après, dans la veine, le truc, la circulation portale, donc il passe au niveau du foie. Après, le foie, il détoxifie ce qu'il détoxifie. Après, il y aura distribution vers la circulation générale. D'accord? Quand la substance, elle est hydrophile, donc elle fait ce qu'elle fait, elle va être distribuée, elle va atteindre les tissus cibles et tout. Elle a fait à la fin de son action, elle va être éliminée au niveau, au niveau Rénal. au niveau rénal. Voilà. Mais quand une substance qui est un peu lipophile, qu'est-ce qui se passe? Vous avez soit, donc, elle passe toujours, elle va passer par le foie. Donc, elle fait ce qu'elle fait, bah, elle revient au foie pour qu'elle sera hydroxylée, c'est-à-dire elle va être transformée en molécule hydrophile et sa finalité, c'est passer, c'est-à-dire c'est être éliminé au niveau, au niveau Fécal. rénal. Voilà. Quand la molécule, elle n'est pas suffisamment transformée, elle reste toujours lipophile, elle ne peut pas être éliminée par le rein. Donc, elle va t'éliminer par là, Fécal. et là, non, c'est pas fécal, la bile. Ah, Elle est au niveau du ah, foie. Qu'est-ce qui oui. fait qu'est-ce qui rend les substances du sang vers l'intestin? C'est la bile. Bile. D'accord? Ouais, donc avec les acides biliaires et tout, donc elle va revenir vers l'intestin. Après, au niveau intestinal, elle va être réabsorbée à nouveau par l'intestin. Elle va refaire le cycle plusieurs fois. Ça s'appelle le cycle entérohépatique. D'ailleurs, cette notion-là, je pense on vous a bien expliqué ça en pharmacologie. Parce qu'il y a des médicaments qui ont un Euh, cycle entérohépatique. Il y a des pas médicaments encore. qui n'ont pas un cycle entérohépatique. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le résultat? Quand un médicament est là un cycle entérohépatique, ça donne une- que le médicament est là une demi-vie Très longue. très longue. Donc, tu dois faire très attention à l'intoxication, aux doses et tout. D'accord? Mais D'accord, quand un merci. médicament n'a pas de cycle entérohépatique, généralement, il est éliminé dans la journée, dans la demi-vie, c'est c'est une question de minutes ou d'heures. Mais quand il y a un cycle entéropathique, c'est une affaire c'est-à-dire la demi augmente, la concentration augmente. D'accord? Je reviens. Docteur, Oui? Docteur.
Ça concerne même la vitamine D qui est formée par l'organisme ou bien c'est juste le médicament? Non, tout ce qui est ingéré, que ce soit, tu prends, pourquoi le corps, elle va faire la différence entre un médicament et un poisson, par exemple, la vitamine D du poisson. Ça va pas faire la différence. Et c'est la différence Non, peut-être entre la D2 et la D3. Mais la vitamine oui, D, c'est la vous vitamine D. avez parlé D'accord. de... Oui. Non, j'ai pas compris. Peut-être que j'ai pas compris la question. Donc, il fait la différence entre la D2 et la D3. Par exemple, la D3, elle est mieux absorbée que la D2. D'origine végétale. La vitamine D animale, elle est mieux absorbée que la D2 végétale. Mais entre la D3 qui provient du poisson, des œufs, de l'alimentation, et une D3 que tu as pris en tant que naine, donc la différence peut-être, ce sera la forme. Parce que quand on prend un médicament, genre surtout s'il est pris à jeun, ça dépend, je le prends avec quoi? Généralement dans l'alimentation, parce que la vitamine D, on dit que l'absorption de la vitamine D, elle est améliorée par la présence de lipides au niveau intestinal. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre la vitamine D avec un repas qui est quand même copieux, qui est riche en lipides. D'accord? Pour favoriser son absorption. C'est le seul facteur qui peut jouer. Mais sinon, ça reste la même chose. C'est la même vitamine D, c'est la même formule. D'accord? Donc là, juste, vous allez m'excuser. Je dois arrêter rapidement. Je vais appeler quelqu'un pour récupérer mes filles à la crèche et je reviens. D'accord? 2 minutes, parce que c'est 15 heures. D'accord. 1 minute, je vais me reconnecter. C'est juste, je vais appeler. Donc là, je repartage. Mhm. Il est où le cours? Donc, je reviens. Donc, c'est bon, c'est visible? Vous m'entendez? Hein? C'est bon. Oui, on vous entend. D'accord. Je propose que je je pense ici. Formation classe. C'est bon. Sécrétion de la PTH. 4 CMI. Ah, ça c'est bon. Vitamine D. Mhm. Voilà, je suis là. Donc, je vous ai dit, donc, le mode d'action maintenant de la vitamine D, elle est lipophile. Généralement, c'est une petite molécule lipophile. Généralement, les petites molécules lipophiles, elles ont
Elles agissent à quel niveau? Membranaire, cytoplasmique ou bien nucléaire? Nucléaire. Voilà, elle peut agir au niveau cytoplasmique, mais son rôle principal, c'est nucléaire. D'ailleurs, la vitamine D, elle module l'expression de plus de 200 gènes. C'est pour ça maintenant, elle est comme l'oignon. On la retrouve partout. Elle est impliquée en dehors. D'ailleurs, on parle des effets classiques de la vitamine D et des effets non classiques. C'est quoi les effets classiques de la vitamine D? C'est les effets qui sont liés à la formation, à la résorption osseuse. D'accord? Ce sont les effets liés au métabolisme osseux. Mais les effets non classiques, ce sont tous les autres. On l'a vu, bon, dans la COVID, elle a été utilisée pour traiter le rage cytokinique, c'est-à-dire pour moduler la réponse immunitaire. On l'utilise actuellement pour prévenir les maladies cardiovasculaires. On l'utilise en fertilité pour améliorer la fertilité. On l'utilise presque dans toutes les pathologies. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué ça. Ça n'a pas été le cas dans les années 2000, par exemple. Dans les années 2000, si tu cites la vitamine D, à côté, la seule utilisation, c'était presque de gérer les troubles osseux. D'accord? Mais depuis 2010, il y avait je sais pas, beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits c'est-à-dire en matière de vitamine D. Ils ont trouvé son implication dans plusieurs processus pathologiques, les cancers aussi et tout. Et là, donc, c'est-à-dire, elle a été introduite comme une étape thérapeutique ou bien préventive, beaucoup plus préventive, plus que thérapeutique. Donc, elle a un effet préventif dans pas mal de pathologies. Donc, il y a des concentrations très élevées, par exemple, de vitamine D. Donc, la vitamine D, elle a un effet anti-inflammatoire. D'accord? Des effets anti-inflammatoires, mais il faut dépasser un certain seuil pour avoir cet effet anti-inflammatoire. Mais le problème, c'est que on n'est pas permis d'avoir des concentrations très élevées parce que on n'a pas, un recul sur l'utilisation excessive de vitamine D, parce que l'excès de vitamine D, cette hypercalcémie induite, elle peut donner aussi, elle peut favoriser la formation des calculs rénaux, les lithiases rénales, ou bien des calcifications extravasculaires. Donc, on n'a pas aujourd'hui des recommandations claires sur l'utilisation de la vitamine D en dehors de l'utilisation classique de la vitamine D. Donc là, les effets classiques donc, de vitamine D, donc au niveau de l'intestin, on peut pas faire les effets non classés parce que on peut pas, c'est-à-dire, et vous expliquer le rôle de la vitamine D dans les 200 gènes qu'elle régule, mais on va rester sur les effets classiques. Donc, au niveau de l'intestin, on a vu déjà qu'est-ce qu'elle fait la vitamine D au niveau de l'intestin. Elle fait quoi? Elle augmente Favorise l'absorption. le calcium. Par stimulation de la synthèse des protéines calbendine-F et le TRPV6, c'est-à-dire les canaux qui permettent l'absorption active du calcium. Mais pas uniquement le calcium, même le phosphate. Voilà, même le phosphate, elle stimule la synthèse et l'expression du récepteur NP2A, quelque chose comme ça. D'accord? NPT2B. NPT2B. Au niveau osseux, qu'est-ce qu'elle fait la PTH? On a dit, elle stimule essentiellement les osteoclastes ou bien les osteoblastes? La pour la vitamine PTH. D. Pour la PTH tout d'abord. Et pour la vitamine D, la vitamine D, elle stimule les deux. Mais elle stimule beaucoup plus les osteoblastes. À vrai dire, qu'est-ce qu'elle fait la vitamine D pour se rappeler de son rôle au niveau de l'os? La vitamine D, déjà,
le rôle principal le rôle classique principal, c'est la formation osseuse. Mais pour qu'elle forme un tissu osseux, elle nettoie. C'est comme si quand on veut construire un mur, sur un mur qui est délabré, on fait quoi? On détruit et on forme un nouveau mur. On continue pas sur le mur délabré, d'accord? C'est ce qu'elle fait la vitamine D. Donc, quand elle est là pour renouveler le squelette osseux et qu'elle est dans une zone où le squelette il est quand même détérioré, elle élimine la partie détériorée, puis elle forme de nouveau. C'est pour ça qu'elle a besoin de stimuler un peu les ostéoclastes. Donc, elle stimule un peu les ostéoclastes. Après, donc, mais sur la résultante, c'est l'effet de formation qui apparaît parce qu'à la fin, on a un tissu qui est formé. Mais au départ, elle a déjà détruit avant de former. D'accord? Donc, la vitamine D, donc, elle agit, son action, sous l'action de la vitamine D, donc les ostéoblastes, elles produisent d'une part la matrice osseuse, le collagène, les ostéopontines, l'ostéocalcine. L'ostéopontine, ce sont les ponts. Je vous ai dit, il y a des ponts entre le collagène et un autre collagène. Et contrôle la minéralisation par sécrétion de la phosphatase alcaline, transfert de calcium et de phosphate. D'autre part, la vitamine D, elle stimule les cytokines rankel qui stimulent la résorption osseuse en se fixant sur les récepteurs rank. D'accord? Récepteur activateur of nuclear factor kappa B des ostéoclastes. Donc, et enfin, l'ostéoprotégérine joue un rôle, l'OPG, de récepteur soluble et piège les cytokines rankel si besoin. D'accord? Donc là, pour limiter l'effet ostéoclastique, elle sécrète cette protéine OPG. D'accord? Où est-ce que je suis? Ici. Où est-ce que je suis? Voilà. Donc, les ostéoclastes, c'est clair. Les ostéoclastes, donc, via sa liaison sur les récepteurs RANK. D'accord? Mais pour limiter son effet ostéoclastique, donc, elle sécrète l'OPG, c'est-à-dire, elle active les ostéoclastes juste ce qu'il faut pour nettoyer le lieu, pour former un nouveau squelette, un nouveau tissu osseux. Docteur, نعم. l'OPJ juste pour limiter l'action des ostéoclastes, c'est ça? Voilà, pour bloquer les rancœurs, pour bloquer l'expression des cytokines. Ok. Voilà, au niveau de la parathyroïde maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la vitamine D au niveau de la parathyroïde? Qu'est-ce qu'on a dit, la vitamine D? On l'a déjà cité juste avant avec la PTH. La vitamine D, diminue voilà, la M25 hydroxyvitamine D, elle inhibe la synthèse de nouveau, pas la libération de la PTH qui est dans les vésicules. Elle inhibe la synthèse de nouvelles PTH. D'accord? Donc, et alors que, qu'est-ce qu'on a dit? La M25 hydroxyvitamine D, elle est synthétisée sous l'effet de quoi? De la PTH. C'est la PTH qui stimule l'hydroxylation au niveau rénal. C'est la PTH qui est responsable de la transformation de la de 25 hydroxyvitamine D en M25 vitamine D, d'hydroxyvitamine D. Ça veut dire que la PTH, c'est pour ça qu'on dit que, vous vous rappelez de cette phrase, la PTH, elle synthétise son propre frein. Parce que cette vitamine D déhydroxylée, elle va freiner sa synthèse après. Est-ce que vous avez assimilé à peu près ce que je suis en train de dire? Oui, Donc, avec le rétrocontrôle négatif. voilà, à peu près. On peut parler de ça. Presque. Donc, au niveau rénal, elle fait quoi la vitamine D au niveau rénal? Elle augmente la La réabsorption de calcium, calcium. mais à un Mhm. certain seuil. Si
on a une calcémie très élevée, je peux trouver une calciurie, élimination du calcium urinaire au niveau c'est-à-dire augmenter au niveau rénal. Donc, à un certain seuil, elle augmente la réabsorption du calcium au niveau rénal, mais à un certain seuil. D'accord? C'est limité par un seuil. La troisième hormone, donc on a vu vitamine PTH. La PTH, le rôle principal, elle surveille quoi, la PTH? PTH, elle surveille beaucoup plus le calcium, élevé au bas. Après, à côté du calcium, il y a le phosphate qui suit le calcium. La vitamine D, c'est-à-dire son rôle principal, c'est quoi? C'est le squelette osseux. C'est-à-dire, elle doit fournir du calcium et du phosphate pour former l'os. Donc, elle doit tout faire pour augmenter la concentration de calcium et de phosphate. C'est pour ça qu'on dit que la vitamine D est hypercalcémiante, hyperphosphatémiante. Pour avoir de la matière minérale pour minéraliser l'os. La calcitonine, maintenant, c'est quoi la calcitonine? La calcitonine, c'est une protéine synthétisée par les cellules C parafolliculaires de la thyroïde. Donc, elle est synthétisée non pas par la parathyroïde, elle est synthétisée par la thyroïde. La sécrétion, elle est stimulée par l'hypercalcémie et la gastrine. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un test qu'on appelle le test à la pentagastrine qui stimule la sécrétion de la calcitonine, mais son utilisation, c'est pas du tout dans ce cas-là. Hein. C'est pour une autre utilisation. On le verra quand on fera après. Je sais pas ce qu'on le verra dans le digestif, non? Donc, l'essentiel que la calcitonine, elle est sécrétée suite à quand il y a une hypercalcémie au niveau du sang. Donc, elle sécrète la calcitonine. C'est quoi le rôle de la calcitonine? La calcitonine, elle bloque l'effet de la PTH, l'effet résorptif de la PTH. C'est comme si elle protège. La calcitonine, elle est là pour protéger le squelette osseux contre la résorption excessive induite par la PTH. Donc, il inhibe la résorption osseuse. Et là, j'ai directement sur les ostéoclastes. Il bloque l'effet ostéoclastique conjoint de la vitamine D et de la PTH, mais essentiellement de la vitamine et de la PTH. Donc, la calcitonine, elle est là pour bloquer les ostéoclastes. D'accord? Pour limiter l'effet des ostéoclastes. Mais il y a un paradoxe avec cette calcitonine. C'est que dans le cancer médulaire de la thyroïde, il y a quoi? Il y a un excès de synthèse de la calcitonine, n'est-ce pas? Parce qu'elles sont synthétisées par la thyroïde, dans le cancer médulaire de la thyroïde. La calcitonine, elle est élevée. C'est vrai ou pas? Oui. Oui. Et dans la thyroïdectomie, une personne qui a un goitre, elle a enlevé sa thyroïde. Normalement, le taux de Ça sera calcitonine est baissé. Zéro. indétectable. On ne voit pas d'effet sur l'homéostasie calcique. C'est ça le paradoxe avec la calcitonine. C'est-à-dire quand elle est là et qu'il y a une hypercalcémie, cette hypercalcémie, elle augmente sa concentration. Mais quand la calcitonine, elle est là en excès pour une autre raison en dehors de calcium, ou bien elle n'est pas là, donc il n'y a pas d'effet notable sur l'homéostasie calcique. La calcitonine, donc, il y a un autre, c'est-à-dire marqueur qui est lié à la calcitonine, ça s'appelle la procalcitonine. La procalcitonine. La procalcitonine, c'est le précurseur de la calcitonine. La procalcitonine, par contre, c'est un marqueur biologique très important, mais qui est utilisé comme marqueur d'infection bactérienne. Ça n'a rien à voir avec le calcium ni le phosphate. Et la calcitonine elle-même, des fois appelée thyrocalcitonine, c'est un marqueur de cancer médulaire de la thyroïde. Donc, quand vous entendez le mot calcitonine, il faut bien savoir, c'est-à-dire qu'on peut le lier à trois choses. Sur le plan fonction, donc sa concentration, elle est augmentée en dehors des cas des cancers médulaires de la thyroïde, elle est augmentée en cas d'hypercalcémie. Deuxième chose, c'est que cette calcitonine-là, donc son précurseur qui est la procalcitonine, c'est un marqueur d'infection bactérienne. Troisième chose,
elle-même, la thyrocalcitonine, encore la calcitonine, elle est utilisée comme marqueur de cancer médulaire de la thyroïde. Mais sa baisse de concentration, mais son augmentation de concentration c'est-à-dire n'a pas d'influence directe sur l'homéostasie calcique. C'est pour ça d'ailleurs dans le métabolisme phosphocalcique, on ne demande pas la calcitonine pour dosage. Les autres hormones qui sont impliquées dans la régulation de métabolisme phosphocalcique, c'est la GH, l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, en cas de Docteur, croissance, le rôle principal de la calcitonie, c'est inhiber les ostéoclastes. Voilà. C'est-à-dire protéger contre la résorption importante. Docteur, Donc, euh, pendant une infection bactérienne, puisque la procalcitonine augmente, est-ce que la calcitonine augmente aussi? Voilà. non, il reste comme ça, procalcitonine. C'est-à-dire, si je vais doser la calcitonine, c'est vrai que ces concentrations vont être légèrement plus élevées que la normale, mais sans effet. D'accord? D'ailleurs, la dose, on la trouve procalcitonine, c'est-à-dire elle n'est pas totalement transformée en calcitonine. C'est un marqueur d'inflammation bactérienne. Elle synthétise beaucoup de D'accord. précurseurs sans que le précurseur soit transformé complètement en calcitonine. D'accord. Oui, d'accord. La GH, donc la GH, elle augmente. La GH, c'est la croissance, c'est le facteur de croissance. Donc, en cas de croissance, on a besoin de la formation osseuse. Donc, on a besoin de la matière première, on a besoin du calcium et on a besoin de phosphate. C'est pour ça que la GH, elle augmente l'absorption de calcium, du phosphate, mais en même temps, elle augmente l'élimination de phosphate pour ne pas, c'est-à-dire avoir un excès de phosphate. D'accord? C'est-à-dire, elle augmente l'absorption des deux, mais pour le phosphate, elle augmente un peu l'élimination de phosphate. Et cet effet, ça le fait par le biais de l'IGF. L'hormone thyroïdienne, les hormones thyroïdiennes, elles sont connues pour stimuler la synthèse de toutes les protéines, y compris le collagène. Donc, elles stimulent la synthèse du collagène. Mais par contre, l'excès des hormones thyroïdes, elles stimulent la résorption. Quand il y a beaucoup d'hormones thyroïdes, donc ça stimule la résorption osseuse. Les hormones sexuelles, les oestrogènes et la testostérone, donc elles favorisent la formation osseuse. Les corticoïdes, par contre, ils favorisent la résorption osseuse. C'est pour ça que les personnes qui sont sous corticothérapie prolongée, généralement, on surveille leur statut osseux et sont supplémentés en vitamine D et calcium. Donc, l'exploration biochimique maintenant. On va passer à l'exploration biochimique. Donc, en pratique quotidienne, vous avez des bilans de première intention qui sont demandés en première intention et des bilans qui sont demandés en deuxième intention. En classe première intention, deuxième intention, par rapport à la cherté de ces paramètres-là, donc on commence par des paramètres qui sont moins chers après, mais habituellement, donc on peut associer dans la même ordonnance comme premier bilan les différents paramètres. Donc, vous avez le calcium. Donc, quand on veut explorer le métabolisme phosphocalcique, on demande le dosage du calcium. On peut demander le dosage de phosphate, de la phosphatase alcaline. Et on peut demander des examens spéciaux comme la PTH, la vitamine D, les marqueurs de résorption osseuse et les marqueurs de la formation osseuse. On commence par le calcium. Je ne vais pas vous parler des détails techniques parce que ça, c'est un cours que j'ai fait aussi pour les pharmaciens et les résidents. Donc, c'est juste ce qu'il faut connaître. Vous avez fait le premier cours sur les prélèvements, par exemple. C'est-à-dire, vous avez fait comme quoi il y a, par exemple, parmi les interférences les plus rencontrées concernant le calcium, c'est la contamination par le DTA qui donne des fausses
hypocalcémie. Oui. Mais en même temps, elles sont reconnues par une calémie élevée. Parce que le DTA, généralement, c'est un EDTA dépotassique. Il apporte le potassium et il chélate le calcium. Donc, s'il y a une contamination, parce que généralement, quand l'infirmier fait le prélèvement, généralement, ils aiment commencer par le DTA. Pourquoi? Parce que le calcium, il est fait en même titre avec l'ionogramme, et l'ionogramme, il est sans garrot. Généralement, on commence à prélever sur tube EDTA pour la formule, si la personne, le patient, elle a une formule, par exemple. Après, on enlève le garrot et on prélève le tube hépaриné pour avoir un tube sans garrot. Mais le DTA, c'est un tube, c'est-à-dire, c'est pas qu'avant, c'était un liquide. Maintenant, c'est des gouttelettes. Donc, il est tapissé de gouttelettes de DTA. Donc, si j'introduis, si l'aiguille, elle touche la paroi de tube EDTA, donc elle peut être tapissée de l'EDTA qui va qui va contaminer le deuxième tube, qui est le tube hépaриné, qui est destiné au dosage l'ionogramme et calcium. Donc, il faut faire très attention. Quand l'erreur, elle est évidente. C'est-à-dire, on a une calémie très élevée ou bien une calcémie à 20. Là, on peut le détecter au niveau du laboratoire. Mais quand c'est une contamination légère, on peut passer à côté. Donc, on peut passer à côté d'une calcémie fausse. Au niveau des urines, on s'intéresse dans l'exploration phosphocalcique, on s'intéresse beaucoup au dosage urinaire. Donc, au niveau du dosage urinaire, donc, on doit acidifier. Si le pH urinaire, il est alcalin, il dépasse les 7, on doit 6,5. S'il dépasse 6,5, on doit acidifier parce que sinon, le calcium, il va se chelater, se forme d'ions de calcium, comme les oxalates de calcium, bien les phosphates de calcium, et on va avoir une fausse hypocalciurie. Donc, il faut acidifier. Et évidemment, si la collecte des urines, elle se fait dans des bouteilles d'eau minérale, donc il faut décalcifier ces bouteilles avant de faire la collecte à l'intérieur. Sinon, l'idéal, c'est d'utiliser des récipients qui sont dédiés à la calciurie, donc des récipients qui ont déjà contenu de l'eau distillée et autre chose. Donc, les valeurs de la calcémie, elles sont à peu près entre 180 et 104, mais et 105, mais on parle d'hypercalcémie quand le taux il est supérieur à 110. On parle d'hypocalcémie quand le taux il est inférieur à 80. Ce seuil-là, 80 à 105, ça concerne la calcémie totale. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La calcémie totale, l'interprétation de la calcémie totale, elle dépend de quoi? De La tout de quoi? protédémie. De la protédémie. Donc, si le patient il a une protédémie perturbée, basse ou élevée, je dois corriger la calcémie totale. Mais la calcémie totale, à vrai dire, c'est une alternative au calcium ionisé. Si la technique de dosage de calcium ionisé était disponible et facile et pas chère, donc on n'aurait pas dosé la calcémie totale. La calcémie totale, donc c'est pour remplacer la calcémie ionisée. Parce que pour doser le calcium ionisé, donc déjà la technique elle est différente, mais en même temps les conditions. Qu'est-ce qu'on a dit? Le calcium ionisé, il dépend de quoi? L'acidose ou bien c'est Le le pH. Voilà. Donc, et pour avoir un pH qui n'est pas variable, donc je suis obligée de faire un prélèvement, une gazométrie, de doser le calcium dans un prélèvement qui est, c'est comme au même titre de la gazométrie, comme on a vu l'année passée, acide base. D'accord? Et ce prélèvement-là, c'est pas un prélèvement que tout le monde peut faire, c'est un geste de réanimateur. D'accord, donc c'est ce qui fait toutes ces conditions, la technique, le type de prélèvement, la méthode de prélèvement fait qu'on ne peut pas utiliser le calcium ionisé toujours. Donc on le remplace par la calcémie totale. Mais il faut toujours se rappeler que la calcémie totale, pour l'interpréter, je dois faire attention à ces erreurs préanalytiques
à savoir le type de prélèvement, la contamination et tout, est interprété en fonction de taux de protéines. Et si j'ai les moyens pour faire les calcium ionisés, dans ce cas-là, il faut juste vérifier les conditions de pH et tout, et interpréter en fonction du pH du sang. Voilà la formule pour corriger la calcémie totale. Donc, la calcémie corrigée en millimoles, hein, pas en milligrammes, égale la calcémie totale en millimoles plus 0,02 fois 40 moins albumine. Je prends par exemple quelqu'un qui présente un syndrome néphrotique et qui a un taux de protéines, je parle albumine parce que je ne peux pas utiliser le protéine. Albumine, il a un taux d'albumine par exemple à 20. Et une calcémie à 70. À 70 normalement, inférieur à 80, donc je peux dire que c'est une. Docteur, j'ai perdu l'écran. Vous avez perdu l'écran. Je partage rien, c'est pas Maintenant, partagé. Hein? ah d'accord. C'est Non, vrai. il est visible, non? Ah. Oui. Donc, je prends un exemple où l'albumine, elle est à 20 grammes par litre. Et que le patient, il a 70 mg de calcémie. Donc, 70 mg normalement. Est-ce que c'est une hypocalcémie, normocalcémie ou bien hypercalcémie? Hypo. C'est une hypocalcémie. Mais on verra. Mais le problème, que le patient, voilà, je sais qu'il a un contexte pathologique qui fait diminuer l'albumine. Je dose l'albumine, je la trouve à 20. Je vais voir, je vais corriger. 40 moins à 20, ça donne 20. 20 fois 0,02, ça donne combien? Donc, je pense 0,4, non? Hein? C'est 0,4. Quelqu'un pour calculer? Moi, je peux pas parce que je vous fais le cours par portable, donc je peux Oui, pas. 0,4. 0,4. Et calcémie mesurée, c'est 70 mg. Pour la transformer en millimoles, il faut diviser sur 40, puis fois 1000. Donc, vous faites 70 sur 40. Vous multipliez fois 1000. Ou bien vous faites plus que millimoles, vous laissez juste écrire 70 sur 40, puisqu'en millimoles. 70 sur 40 et c'est bon. شحال 70 sur 40? 2,8. 1,8. Vous rajoutez 2. 2,8. 2,8 plus 0,4, c'est 3,2, c'est ça. Oui. Et 3,2 fois 40, 128. je pense que tu t'es trompé. Ah, 70 sur 40, 2,8. 70 sur 40 est bien là, le double Madame, de c'est 40. 1,7, pas 2,7. C'est 1,7. 1,7 plus 0,4, c'est 2,1. 2,1 fois 40, c'est 82. C'est ça. 86, madame. 86, voilà, c'est 86. Et 86, c'est une hypocalcémie, normocalcémie ou bien hypercalcémie? Normand. Normal. Normocalcémie. Est-ce que vous avez vu le changement? Au départ, le patient, je l'ai classé comme hypocalcémique, mais après que j'ai corrigé, il est devenu normocalcémique. Et c'est très dangereux parce que, imaginez que ce patient c'est en hypocalcémie, que je le supplémente en calcium, alors qu'il n'a pas besoin de calcium. Ce calcium-là en excès peut lui faire des problèmes, surtout les problèmes cardiaques, peut lui engendrer un arrêt cardiaque. D'accord? Quand est-ce que maintenant il faut corriger? Généralement, quand le taux d'albumine il est entre 30 et 50, je ne corrige pas. Mais au-delà dessous de 30, je dois corriger. La situation maintenant, si on a une hyperalbuminémie. L'hyperalbuminémie, elle est très rare. D'ailleurs, la seule cause où on a une hyperalbuminémie, c'est, vous avez fait ça, je pense, L'hémoconcentration. l'hémoconcentration. D'accord. Et l'hémoconcentration, donc c'est un cas de déshydratation et tout, donc soit c'est une hémoconcentration pathologique, c'est dû à une déshydratation, soit
C'est analytique, c'est pré-analytique. Par exemple, le tube, il a été. Des fois, ça nous arrive à l'hôpital, hein. Le malade est piqué le matin à 8 heures du matin. Imagine les journées d'été, par exemple, où la chaleur elle est très élevée. Après, on vous appelle à 15 heures. On vous appelle à 15 heures. Allô, voilà, s'il vous plaît, on veut rajouter le dosage de la calcémie pour le patient, tel patient. Après, tu prends le tube et tu le doses. C'est normal qu'il y avait une évaporation. Et cette évaporation, elle a engendré une concentration. Tu vas avoir un taux d'albumine élevé. Donc, au niveau du laboratoire, c'est-à-dire, on est permis de rajouter des paramètres, mais dans des conditions. C'est-à-dire, est-ce que le tube il a été, c'est-à-dire, alicoté? Est-ce que la température n'était pas très élevée? Il faut vérifier les autres paramètres si par exemple le matin, on lui a fait glycémie recréa, il nous demande, voilà, s'il vous plaît, vous rajoutez la calcémie parce qu'on ne peut pas, le malade difficile à piquer, je ne sais pas quoi. Donc, il faut lancer en même temps la calcémie, en même temps un paramètre du matin. Par exemple, une glycémie ou la glycémie, non, parce que la glycémie, elle va être basse parce que elle se dégrade. Il faut la créatinine, par exemple, il faut lancer un autre paramètre qui est plus stable et qui va changer juste suite à l'hémoconcentration. Après, la natrémie, par exemple, si le malade il avait une natrémie le matin. Et si tu trouves que le paramètre du matin il est aussi élevé, perturbé, donc tu rends pas tu lui dis désolé, je peux pas te rendre la calcémie parce que voilà, vous devez faire un autre prélèvement. C'est parce que c'est pas correct. D'accord? Quoi d'autre dans le calcium ionisé normalement? Je l'ai expliqué. Le calcium urinaire, donc pour le calcium urinaire, la calciurie, qu'on appelle la calciurie, on dose la calciurie, vous avez deux méthodes pour doser la calciurie. Donc, vous avez la calciurie des 24 heures, c'est-à-dire on fait un prélèvement urinaire c'est-à-dire une collecte des urines pendant 24 heures. Ça veut dire si le malade, par exemple, doit ramener ses urines un dimanche matin, il va commencer la collecte samedi matin jusqu'à dimanche le lendemain. Dimanche, il va commencer le samedi matin, il va jeter les urines de la nuit, il va commencer la collecte jusqu'à dimanche matin. Les urines de la nuit incluses, il va prendre le récipient au laboratoire. Ça, c'est la calciurie de 24 heures. Mais il faut savoir que la calciurie de 24 heures, donc, quand c'est-à-dire, il y a des situations où elle n'est pas vraiment informative. Quand il y a une pathologie qui augmente vraiment la calcémie, donc je vais avoir cet exobien, une pathologie rénale des récepteurs, donc il n'y a pas de réabsorption, une mutation de récepteurs de réabsorption de calcium, comme le cas des hypocalcémies hypocalciuriques, c'est-à-dire c'est-à-dire le résultat peut être visualisé facilement sur une calciurie de 24 heures. Mais des fois, non. Des fois, par exemple, chez les personnes ostéoporotiques, en cas d'ostéoporose, l'ostéoporose, elle est connue par une résorption importante de l'os, au point je peux trouver normalement une calciurie quand même un peu élevée au niveau des urines, mais dans la plupart des cas, donc, elle n'est pas sensible. Elle n'est pas sensible pourquoi? Parce que l'intervalle, il est quand même important, de 150 à 300 mg. C'est la moyenne des 24 heures, elle dépend de l'alimentation. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui influencent cette calciurie. Donc, dans ce cas-là, on préfère faire la calciurie sur la créatinurie sur un spot. Un spot, c'est-à-dire, au lieu de faire la collecte des 24 heures, le matin au réveil, donc les premières urines de réveil, ils vont être acheminées au laboratoire, on dose la calciurie et on dose la créatinurie. D'accord? Et on dose la créatinurie. On va rajouter un deuxième dosage sur la deuxième miction du matin. Ça veut dire que ce n'est pas la première miction du matin, la deuxième. Et cette deuxième miction, de la calciurie sur la deuxième miction du matin, elle est appelée la résorption nette de calcium. Pourquoi? Parce que durant la nuit, donc il y a l'alimentation. D'accord.
Donc, ce que je vais retrouver dans les urines, les premières urines de réveil, ça va être quoi? Ça va être le résultat de La, calcium la collecte de la nuit. la nuit, les premières urines du matin. Ça veut dire ça. La calciurique, je trouve dans les premières urines du matin. Ça va être le résultat de quoi? De la résorption osseuse plus l'alimentation. D'accord. Puisque ce que j'ai pris, c'est-à-dire la veille. Mais la deuxième miction, c'est-à-dire, mais il faut rester à jeun sans rien prendre, hein. C'est-à-dire, le patient, il fait par exemple la première miction à 7 heures, la deuxième miction à 10 heures. Celle de 10 heures, elle va refléter exactement quoi? Elle va refléter la résorption osseuse parce que la personne, elle est restée à jeun. Donc, ce paramètre-là, il est très utilisé pour voir est-ce que la personne elle a une résorption très importante ou pas. Et c'est un paramètre qui est demandé généralement en cas des maladies ostéoporotiques. D'accord? En cas généralement des patients ostéoporotiques qui présentent une ostéoporose. Docteur, Hein? pourquoi pas seulement la deuxième? Pourquoi on doit faire la première? La première, parce qu'elle reflète l'alimentation et la résorption. La deuxième, uniquement la résorption, parce qu'il n'y a pas de... Ce qui a été mangé, elle a été éliminé la première miction. Hein. D'accord. Mais il faut rester à jeun. Des fois même, il y a des régimes, 3 jours avant de faire la résorption nette de calcium, on demande aux patients de faire un régime qui est pauvre en calcium, de prendre de l'eau pauvre en calcium, pour voir est-ce que vraiment son corps, il répond, c'est-à-dire il y a une ostéoporose importante ou pas. Est-ce qu'une résorption importante plutôt ou pas? D'accord. Et les résultats interprétés pour la calciurie, il vaut mieux interpréter par milligramme et par kilo. Parce qu'une personne à 80 kg et une personne à 55 kg, ils ne vont pas éliminer la même quantité de calcium. Êtes-vous d'accord? Donc, elles ne vont pas éliminer la même quantité de calcium. Donc, je ne peux pas utiliser le même intervalle 150 à 300. Il peut m'induire en erreur. Il vaut mieux interpréter par kilo par jour. Comme ça, je vais avoir une interprétation plus juste. Et on dit que le taux normal, c'est inférieur à 4 mg par kilo par jour. Donc, chaque personne, elle doit éliminer à peu près une quantité inférieure à 4 mg par kilo par jour. Si on dépasse une calciurie qui est supérieure à 6 mg par kilo par jour chez l'homme, chez la femme plutôt, et supérieure à 7 mg par kilo par jour chez l'homme, donc c'est des facteurs létogènes. Donc ces patients-là, ils peuvent faire des lithiases urinaires s'ils dépassent les 6 ou bien les 7 selon le sexe. D'accord? Évidemment, chez l'enfant, c'est d'autres normes. Chez l'enfant, c'est 2 à 4 mg par kilo. Le nourrisson, c'est 0,5, c'est-à-dire il y a des normes, mais toujours par kilo. Je ne peux pas interpréter par intervalle, c'est-à-dire c'est vraiment pas du tout sensible. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est-à-dire généralement, au niveau du laboratoire, ils ne nous donnent pas les renseignements cliniques pour leur donner les bonnes normes. C'est quelle heure? 4 heures. On continue avec le phosphate. Donc, le phosphate, Docteur, oui, pardon, on va s'arrêter à quelle heure? 5 minutes. Je vais rajouter 5 minutes à 10, 4h10. Parce que moi aussi, je dois rentrer. Je suis encore à la fac. Je pense que je suis la dernière ici à la fac. Donc, 5 minutes, même pas. C'est juste... Là, vous savez, je préfère m'arrêter ici parce qu'il y a beaucoup de trucs à expliquer après. Docteur, Je me suis dit, euh, Zalma, je vais continuer le phosphate et je vais m'arrêter au PTH. Est-ce que vous voulez que je m'arrête ici ou bien je continue? oui, on s'arrête ici, s'il vous plaît. D'accord. Donc, la prochaine séance, ce sera en présentiel. On va continuer jeudi prochain. Docteur, pourquoi on ne fait pas la séance prochaine en visio? Mon programme, il est vraiment plein la semaine. Quand est-ce que je vous ferai la vision?
Dimanche, c'est pas possible. Lundi, Comment ça j'enseigne. Lundi, j'ai des cours avec les pharmaciens. Mardi, j'ai des cours avec les pharmaciens. Mercredi, je suis à l'hôpital. Jeudi aussi, pourquoi vous voulez pas que ce soit... On va continuer par visio. Oui, Oh, oui, madame. Madame, c'est mieux. Jeudi, vous n'avez aucun cours. Jeudi prochain. Parce que visio, il faut que vous soyez à la maison. Parce que vous Si, n'avez pas on- cours à 1 heure ou là. je Je pense qu'il y pense aura on avec radio. On ne sait pas maintenant. En tout cas, vous me Docteur, contactez. il reste un seul cours. Demandez à la déléguée de m'appeler, on verra. Je vais voir avec elle. D'accord. 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 Parce que c'est dur, la visio, d'organiser les visios en mode ramadan, parce qu'à 15 heures, mais maximum, on doit quitter, alors que moi, généralement, je me libère à 14 heures. 14 heures, 15 heures, c'est presque rien. C'est pas facile. Docteur, s'il Hein. nous reste une seule séance, on a le temps. Il nous reste une séance. Non, Il nous reste combien de séances? non, il n'y a pas que ce cours-là. On a le cours pour le cours 3 phosphocalcique. cours, je pense. Peut-être on va le compléter en 2 séances, ce cours. Après, je pense qu'il reste le cours d'acide urique. Ok, là. Je vais vérifier le programme. Il y aura un autre avec Dr. Ahmani ou pas? Et docteur Tahmani, elle vous fait aussi وقيلا le diabète, non? Le diabète, oui. Eh. Donc, moi, je dois finir la semaine prochaine parce que elle va rentrer, après, il va nous rester combien? Celle-là, une semaine, il nous reste 2 semaines. C'est ça? Ou là, 3 semaines. Oui, oui, 2. Combien de semaines de cours il nous reste? En fait, jusqu'à la fin de Ramadan, après, on a les vacances. Après la semaine bloquée, le 9 avril, Donc, vous ça des prenez les examens. vacances. Vous ne faites pas les cours durant les vacances. Non. Donc, le 18, Si c'est donc, en le conférence, 18, si vous on veut arrêtez. Mais c'est-à-dire, en dehors des visioconférences, le 18, vous arrêtez les cours. Après, il y aura une semaine à la reprise. Mais ce sera une oui, semaine pour des cours ou bien une semaine de révision? normalement, semaine de révision. Et d'accord, on est obligé de finir le 18. C'est ça. On va Si essayer, en ce tout cas. sera On va en rajouter des conférence. visios. Si je ne termine pas, je vais vous faire 2 visios. Classe. D'accord. Je Ok, vais essayer. merci. Ça va, à la Merci prochaine. également. Merci, Madame Sartor. Inch'Allah.